Et bonjour à vous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la machine Basht, qui est une machine sur Hackthebox, qui est considérée comme facile et qui est une machine Linux. Donc on peut voir qu'elle a une note de 4,4 sur 5, donc elle est plutôt bien appréciée. Et cette fois-ci, on peut voir qu'il y a plus de users que de root, donc potentiellement on n'arrivera pas root dès le début. Elle est vraiment considérée comme étant très facile, donc on va voir ça ensemble. Et c'est une machine, bon, vous voyez, elle est vraiment très vieille. Ok, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Comme d'habitude, on commence à connaître la chanson, on va se rendre dans etc host et on va rajouter notre petite machine au niveau des noms d'hôtes, donc bash.htb, on récupère son adresse IP au niveau de la box, enfin du site, et on l'ajoute. Et une fois que c'est fait, on va lancer notre scan nmap, donc moi je l'ai déjà lancé juste avant, et qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que finalement il n'y a qu'un seul port d'ouvert, le port 80, qui est un site web. Donc on a la version, on peut chercher directement la version d'Apache sur Internet, peut-être qu'elle est vulnérable. Donc Apache 2.4.18 exploit. Ici si on regarde, on voit qu'il y a certes, voilà, c'est des bulletins, on va dire, de vulnérabilité classique, mais c'est pas des gros scores et à part du DOS, voilà, on peut pas faire grand-chose. Là, il y avait un truc qui pouvait être intéressant. Le problème, c'est que faut que ce soit du 2.4.17. Nous, on est déjà en 2.4.18. Donc, c'est patché. Il n'y a rien à faire de ce côté-là. Ok. Donc, ce qu'on peut faire, c'est directement aller sur le site pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, bash.htb. Et là, on voit que c'est le site d'un certain Arexel qui a l'air de faire du développement. Voilà, à gauche, il y a des onglets, mais on ne peut pas cliquer dessus, ça ne sert à rien. Ici, ok, c'est pour retourner à la page de base. Ils nous disent que c'est un site de news et de ces informations sur son dernier travail de développement qu'il fait. Ok, bon, c'est pas très intéressant. Et ici, on a un article qui s'appelle PHP Bash. Ok, donc si on clique dessus, qu'est-ce qu'on a? Il nous explique qu'en fait, c'est vachement utile quand on fait du pentest. En gros, ça permet d'avoir un shell interactif en PHP pour exécuter des commandes bash comme si on était directement sur un shell bash, quoi. Donc, il y a un GitHub qui est associé. On peut aller voir un peu ce qui se passe dessus. Peut-être qu'il y a des vulnérabilités sur ce soft ou ce genre de choses. Bon, en l'occurrence, on va rien trouver de bien spécifique. C'est juste une description un peu plus complète de comment ça fonctionne. On peut même aller regarder dans le code source, par exemple, php bash.php. Hop, donc voilà, pas très long, 300 lignes. En fait, ça émule un shell bash en PHP. Ok, donc là, pas rien de très intéressant. Mais là, on se dit peut-être qu'en fait, il nous parle de PHP bash, peut-être que lui, il l'utilise sur son site. Du coup, on peut essayer en fait d'accéder à phpbash.php. Bon, là, en l'occurrence, il n'y a pas. Ok, donc peut-être qu'il est ailleurs sur son site, ou peut-être pas. Mais pour être sûr, on va lancer un fusing directory. Alors moi, j'ai utilisé fuf. Pareil, je l'ai fait en avance pour que ce soit beaucoup plus rapide. Donc on peut voir que j'ai pareil un alias qui s'appelle fuse. Mais en fait, ça lance un fuf avec, on peut voir l'URL. Donc ça rajoute derrière fuse pour l'endroit où il faut rajouter les différents directories. Ici, j'ai la word list, directory list 2.3 big, et je teste aussi des extensions derrière au niveau des fichiers si jamais je veux trouver certains fichiers. Bon, là en l'occurrence, alors je l'ai pas laissé aller jusqu'au bout, mais alors attendez, bah du coup, je l'ai coupé trop tôt, je crois, il n'y a pas toutes les informations que je voulais. Parfait, bon, on va le relancer ensemble, du coup, ça ne servir à rien que je le lance. Et normalement, on va avoir des informations plutôt intéressantes. Donc là, on a un dossier image, donc index contact, ok. On a du PHP, on a du CSS, on a du def, on a du JS. On va regarder un peu tout ça. Voilà, en l'occurrence, hop, là on va s'arrêter là parce que ça nous suffit. Bon, déjà, config.php, on peut tenter d'y accéder, mais là on voit que c'est size 0, donc c'est juste un fichier PHP. À mon avis, il va rien nous afficher. Voilà, en l'occurrence, page blanche. On a un dossier image, peut-être que ça peut être intéressant, peut-être que, je sais pas, il y a de la stéganographie à faire dedans. Là, en l'occurrence, non, c'est que des icônes classiques. Index.html, bah, c'est la page sur laquelle on arrive dès que on se connecte sur le site. On a un contact.html, donc peut-être que, forcément, je sais pas pourquoi ça fait ça, des fois, devant, il considère qu'on n'est plus sur le site. Peut-être qu'il y a une injection à faire au niveau du contact. Bon, après, c'est un point .html, donc il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose.
Name, subject, on peut envoyer un message, mais bon, il n'y a pas grand-chose à faire de ce côté-là. Si on retourne sur les autres choses, il y a un about.html. Peut-être qu'on peut en apprendre plus sur l'auteur et du coup obtenir beaucoup plus d'informations. Non, en fait, c'est about le blog, ok. Donc, un lorem ipsum, bon, on s'en fout un peu du coup. On a un upload. Upload, ça peut être très intéressant. Il peut y avoir des fichiers intéressants dedans. Bon, apparemment, on n'y a pas accès ou en tout cas, il n'y a rien. Bon, PHP, ah, PHP, ça peut être intéressant aussi. Peut-être que PHP Bash, il est justement dans le dossier PHP. En fait, apparemment, non, là, c'est juste pour envoyer un mail. Donc, c'est peut-être ce qui est utilisé au niveau de la page de contact. On a un CSS, bon, ça va pas être important. On a un dev qui peut être vraiment très intéressant aussi. Ah, et là, quand on va sur dev, qu'est-ce qu'on a? On a un fameux phpbash.php. Donc ça nous intéresse. Ça veut dire que potentiellement, on va pouvoir exécuter des commandes. Donc là, on voit que tout en bas, on a bien un shell. Et si par exemple, je lance un ID, les commandes sont bien exécutées. Alors, on pourrait continuer là-dessus et énumérer un peu plus, sauf que le problème, c'est que ici, c'est pas pratique parce qu'on sait pas vraiment un shell interactif. Ça réagit pas comme un shell bash. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va setup un reverse shell pour avoir accès directement à la machine, mais pas depuis une interface PHP dégueulasse, depuis directement notre shell à nous, notre terminal. On va faire un ncat-nnvp 3337 pour écouter sur le port 3337. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va setup un reverse shell. Alors moi, j'ai décidé de l'utiliser en Python. J'étais déjà fait la commande, mais si jamais vous ne savez pas comment faire, vous allez sur Internet, sur Google, vous tapez Python 3 reverse shell, et dans les premiers liens, vous devriez avoir des choses intéressantes. Par exemple, le fameux Payload All the Things. Il doit y avoir assez de ressources dedans pour trouver votre bonheur. Hop, on va dans la partie Python. Hop, on clique dessus. Et là, on a plein de Python Linux Only. Voilà, on a plein de setups différents. Alors, Python ou Python 3, ça dépend ce qui est disponible sur la machine. Moi, j'ai utilisé Python 3, c'est passé. Si c'était pas passé, j'aurais utilisé Python. Si Python n'est pas disponible sur la machine, bah, vous pouvez essayer du Bash. Si c'est pas disponible, vous pouvez peut-être essayer du Perl, et ainsi de suite. Ça ne fonctionnera pas forcément tout de suite bien dès le début. Ne pas oublier ici de modifier votre adresse IP en conséquence et également le port sur lequel vous écoutez. Donc on va copier ça. Là, je vérifie, je suis bien en listening. Je vais sur le site. Hop, je balance. Et ici, je récupère mon shell tout beau, tout propre. ID, hop, on peut bien exécuter des commandes. Ok. Donc là, on peut faire de l'énumération classique. Alors, déjà, un 4 etc WD pour voir s'il y a d'autres utilisateurs. Là, en l'occurrence, on a deux autres utilisateurs. On a Arexel, qui est celui qui possède le blog, on l'avait vu. Et on a également Script Manager. Ok, Script Manager, bah, ça doit être un utilisateur qui est utilisé uniquement pour lancer des scripts ou ce genre de choses. Si on va dans cd/home, ls-là, on voit que du coup on a les deux users, c'est des Arexel. Et on peut voir que le user.txt est en lecture par tout le monde. Donc là, déjà, on peut récupérer notre flag user. Ok. On peut aller aussi dans celui de Script Manager. Là, il n'y a rien qui a l'air intéressant. Ok. On peut faire notre truc classique. Donc, peut-être qu'il y a des binaires qui ont le set, le bit SUID positionné. En l'occurrence, on pourrait exécuter des commandes en tant que root. Là, ce n'est pas le cas, ok. On peut faire notre truc classique, sudo-l. Ah, ok, là, on a quelque chose. Alors, je ne vais pas vous mentir que c'est très peu courant que le 3W-data est un sudo-l qui fonctionne. Pourquoi? Parce qu'en fait, 3W-data, c'est pas censé être un utilisateur sur lequel on peut se connecter. Du coup, normalement, dans la vraie vie, il n'y a aucune raison que 3W-data il puisse avoir un sudo-l. Là, en l'occurrence, c'est une box easy, donc c'est pas forcément très réaliste. Mais on va dire que c'est assez facile à faire. Donc on peut voir qu'en tant que 3W-data, on a le user script manager qui peut exécuter toutes les commandes sans avoir besoin de mot de passe. Okay. Pour exécuter une commande en tant que script manager, on va utiliser la commande sudo -u pour spécifier l'utilisateur et on va mettre script manager. Pour vérifier que le script manager peut bien exécuter toutes les commandes, on va faire par exemple un ID. Donc là, on exécute la commande ID en tant que script manager.
et on se rend compte que effectivement, ça nous retourne bien l'ID qui correspond à Script Manager. Donc on peut exécuter des commandes en tant que Script Manager. Là, en l'occurrence, on se dit, ok, c'est intéressant d'exécuter des commandes en Script Manager, mais qu'est-ce que j'en fais? Genre Script Manager, ça m'étonnerait que lui, il ait la possibilité de passer route. Bah, ce qu'on peut faire, c'est par exemple sudo-u Script Manager. On spawn un bash en tant que Script Manager. Voilà, une bash. Ça veut dire que, hop, maintenant on est connecté en tant que Script Manager, et peut-être que là on peut faire un sudo-l et qu'on va pouvoir passer route. Là en l'occurrence, c'est pas possible, il nous demande un mot de passe. Bon, ça veut dire que on connaît pas le mot de passe de Script Manager, c'est pas trop possible de faire ce qu'on veut faire. Alors du coup, on va continuer d'énumérer. Peut-être qu'à la racine, il y a des choses intéressantes. LS est là. Là, on peut voir qu'il y a tout de suite quelque chose qui nous saute aux yeux, c'est qu'on a un dossier script qui est géré par Script Manager, l'utilisateur sur lequel on est connecté actuellement, qui peut être intéressant. Donc, on va se rendre dans le script, là, et là, on a deux fichiers. Le premier qui est un fichier Python qui s'appelle test.py, et le deuxième qui est un fichier test.txt. On peut afficher le contenu de test.py pour voir à quoi il correspond. Donc il est assez simple, 3 lignes de code. Le premier, on va créer une variable f qui en fait va nous permettre d'ouvrir un fichier en écriture qui s'appelle test.txt, qui est celui-là. Ensuite, on va écrire la chaîne de caractères testing 1, 2, 3, point d'exclamation dans ce fichier et on va fermer le handle du fichier. Donc, normalement, si on affiche test.txt, on devrait se retrouver, je vais réussir, on devrait se retrouver avec la chaîne de caractères testing 1, 2, 3, point d'exclamation. Testing 1, 2, 3, point d'exclamation, c'est le cas. Ok. Maintenant, ici, ce qu'on peut visualiser, qui est vraiment intéressant, c'est que Script Manager, c'est nous qui le gérons. Il est le propriétaire du fichier, c'est nous, c'est Script Manager, ok? Le problème, c'est que test.txt, l'owner du fichier, c'est root. Là, il y a un petit problème. Comment c'est possible? Parce que normalement, Script Manager, donc on peut modifier le fichier test.py, pardon, mais quand on le lance, normalement, c'est censé créer un fichier test.txt en tant que script manager, en tant que celui qui l'a lancé. C'est-à-dire que ici, si l'owner du fichier c'est root, ça veut dire que c'est root qui a exécuté test.py. Si root a exécuté test.py, ça veut potentiellement dire que on peut modifier le contenu de test.py pour que root l'exécute et qu'il nous ressorte quelque chose d'autre. Là, en l'occurrence, juste faire un write de testing 1, 2, 3, c'est pas très intéressant. Par contre, on pourrait, par exemple, mettre un reverse shell dedans, et du coup, quand ce sera root qui exécutera le script test.py, eh ben, on va obtenir un reverse shell directement sur notre machine. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, pour être vraiment sûr que c'est root qui exécute ça, on pourrait modifier le fichier test.py et rajouter un ID, par exemple la commande ID qui redirecte vers un /tmp/id, et du coup, on attend un petit peu, et dès que le /tmp/id est créé, on affiche son contenu, et si on voit que l'ID correspond à 000 qui est root, ça voudrait dire que le script est exécuté en tant que root. Là, je sais déjà que c'est le cas, donc on va aller un peu plus vite, et on va reprendre évidemment notre fameux reverse shell. Alors là, on va le modifier un petit peu, vu que ici on a déjà quelque chose. En fait, là, le shell sur lequel on est, il tourne déjà sur notre machine en local. Enfin, on a déjà le port 3337 qui est utilisé, donc on peut en utiliser un autre. Je vais utiliser celui juste au-dessus, le 1338. On copie le contenu. Alors évidemment, ici, on n'a pas besoin de Python 3-C, parce qu'on ne veut pas exécuter une commande Python. On veut juste insérer le contenu dans un fichier. Donc on va faire un echo le contenu de notre fichier, et on redirecte tout vers le test.py. Alors juste avant d'exécuter ça, on va se mettre en écoute sur notre machine en 1338. Hop, on lance. Donc là, on est bien en écoute. On vérifie que le port et l'adresse IP correspondent bien. En l'occurrence, c'est le cas. Et ici, on va renvoyer hop, tout dans test.py. On peut afficher son contenu pour vérifier que ça a bien été pris en compte. On a bien le import socket, OS et PTY, et ensuite on a notre code. Ok. Donc là, normalement, dans les prochaines secondes, normalement, si c'est un cron job qui tourne, normalement c'est toutes les minutes, au minimum, que ça peut être exécuté. Donc là, dans le pire des cas, dans 59 secondes, ça s'exécutera, et on devrait obtenir un reverse shell. Donc dans le cas où c'est beaucoup trop long, je couperai un petit peu et on se retrouvera quand ce sera fait. J'ai pas eu besoin, exactement, on vient d'obtenir
une connexion. Donc, root a bien, là on voit le hashtag, on peut vérifier avec un ID. On est bien root avec l'ID 0. Donc là, c'est bien root qui a exécuté notre fichier test.py qui contenait un reverse shell. Donc le reverse shell est venu se connecter sur notre machine. Donc maintenant, on a accès à root. On peut aller dans Seal Put, il y a les tirés là, et on peut récupérer le contenu du final flag. Et on a fini la machine. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas et à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi également laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. On se dit à la prochaine et bye bye.